Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Narius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nancy Roy-Haloun, consultante provinciale en Alberta. Nancy Roy-Haloun, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va, ma chère? Ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Ça me fait tellement plaisir que tu acceptes mon invitation. Tu es une de mes découvertes cette année avec le travail qu'on fait chez Squad Edu. J'ai la chance de travailler avec des gens de l'Alberta. Donc, tu viens de l'Alberta. Tu viens de quelle région, là? Parce que l'Alberta, c'est quand même assez vaste, là. Ben, je vis à Edmonton, OK. qui est assez au nord, Oui. mais je suis originaire du Québec. Tu es originaire du Québec, dans quel coin? Ça, c'est une longue histoire. OK. Oui, je suis originaire, je suis née en Outaouais. OK. Mais très jeune, on est parti avec ma famille, puis on a déménagé à plusieurs reprises. Je te dirais qu'on a fait quelques endroits tels que Matagami, dans le nord du Québec, Val-d'Or, Ville-Marie, en tout cas. Finalement, on a fait plusieurs déménagements, je dois dire. Et puis ensuite, on est retourné quand j'étais adolescente. On est retourné en Outaouais, et puis ma famille est encore là-bas. Et puis moi, je suis rendue ici en Alberta. C'est de toute beauté. Qu'est-ce qui t'a amené en Alberta? Si je peux te poser la question. Ah, c'est l'amour, évidemment. L'amour? L'amour est dans le pré? Non, mais quand jeune adulte, quand j'avais 20 ans, là, à peu près, non, plus que 20 ans, en tout cas, mon mari, avec qui j'étais mariée à l'époque, a été transféré en Alberta avec la GRC. OK. Alors, c'est ce qui nous a amenés en Alberta. Et puis, quand je suis venue ici, je parlais ni anglais, pas du tout anglais. Je savais dire à peu près coffee, tea, OK. toaster. OK. C'est à peu près tout. Toaster, c'est bonne. Mais c'était pas grave. Je m'en venais ici seulement pour 2 ans dans ma tête parce que, on s'était dit, on va commencer là, puis après ça, on va essayer de transférer, revenir par chez nous. Et me voilà encore ici 20 ans plus tard. Et puis, ma vie a beaucoup changé dans ces 20 années-là. Oui. Mais j'ai choisi de rester en Alberta parce que finalement, c'est rendu chez nous, l'Alberta. Ça m'a pris du temps avant de dire que l'Alberta, c'était chez nous. OK. Je m'ennuyais de chez nous au Québec. Mais on dirait qu'après une couple d'années, mes enfants sont nés en Alberta. Et puis là, tes enfants commencent l'école, ils se font des amis. La vie continue, on travaille, on se fait des amis. Puis finalement, c'est rendu chez nous. Puis j'ai pas l'intention de retourner au Québec. Pas pour l'instant, pas. OK. Pas pour y vivre pour l'instant. OK. Qu'est-ce que tu aimes le plus de l'Alberta présentement? Tu sais, c'est devenu ton chez-nous, là. Puis là, ça, c'est une question à 1 million. Il n'y a peut-être pas de réponse à ça. Là. Qu'est-ce qui fait qu'un milieu qu'on ne connaît pas devient notre chez-nous comme ça, là, tu sais? Il y a plusieurs éléments qui font que l'Alberta est devenu mon chez-nous. Je pense que quand on est loin, il y a l'expression qui dit les amis, c'est la famille que le cœur choisit. Oui. Alors, on se fait des amis vu que, en Alberta, les francophones, on est beaucoup à venir de l'extérieur. OK. Puis on est beaucoup pas de famille ici. OK. Alors, on se crée vraiment des amitiés qui sont fortes. Je pense que c'est pas mal l'élément qui m'a tenue ici. C'était vraiment des amitiés importantes, des bons et des bonnes amies. Et puis, pardon. OK. Et puis, c'est sûr que ça me tient. On peut pas dire que les montagnes, ça nous tient pas ici, malgré qu'à Edmonton, on les voit pas, les montagnes. OK. Mais on est proche des montagnes. Et puis, la vie dans les montagnes, ça, c'est quelque chose aussi. Avoir accès aux montagnes rocheuses, c'est quelque chose qui est d'une grande valeur ici. Moi, personnellement, mon conjoint et moi, on passe tous nos étés dans les montagnes à faire du cheval. Okay. On a des chevaux là-bas, puis on va faire du cheval. On a une petite roulotte, puis on fait du cheval. Alors, la vraie vie de cowgirl, et puis... ça donne le goût d'y aller.
Puis aussi, ben, c'est sûr, la vie a fait que je me suis séparée dans toutes ces années-là. Et puis, j'ai rencontré mon cow-boy albertain. OK. Fait que ça, c'est sûr que ça me tient en Alberta. OK, OK, OK. Puis, l'autre élément que je trouve vraiment intéressant, c'est de vivre la francophonie en Alberta. Puis, c'est différent de la francophonie au Québec, évidemment, OK. mais de voir à quel point les francophones de l'Alberta ont à cœur leur langue, leur Ouais. identité aussi. Ouais. Puis ça, ça fait vraiment une différence pour moi. Mes enfants, ben, ils ont grandi ici. Donc, ce sont des enfants, des franco-albertains. Donc, ils ont fréquenté l'école francophone, mais comme tous les bons petits franco-albertains, des fois, ils parlent plus franglais que Ouais. français. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas mal les éléments qui font qu'on a le cœur ici. Tu sais. Ouais. Non, je te comprends tellement. Mais faut que j'ajoute que je m'ennuie souvent de ma famille qui sont tous au Québec. Ouais. Alors, Ouais. parce que là, s'ils m'écoutent, il ne faudrait pas que je dise que je m'ennuie pas d'eux autres, mais je m'ennuie vraiment d'eux autres. Mais on se sent plus loin maintenant avec FaceTime, avec, tu sais, Ouais. on prend l'avion, on y va et puis Ouais. Ouais. c'est facile Le monde est petit. de communiquer. Ben oui, le monde Le est monde petit. est petit. Ouais, ouais. La distance est rendue moins grande avec tous les Ouais. accès Ben oui. à ce qu'on a pour se voir et se parler. Ouais. Ouais. Ben écoute, c'est le fun de t'entendre parler de ça. Je suis content aussi que les gens te découvrent avec le podcast, l'épisode d'aujourd'hui. Moi, je te découvre cette année. Tu es une passionnée de l'éducation. Tu as la chance d'avoir un rôle tellement intéressant, un rôle provincial pour appuyer les 4 conseils francophones en Alberta, parce qu'il y a des francophones en Alberta, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui ont besoin d'appui. Qu'est-ce que tu fais présentement? Veux-tu nous expliquer ton rôle Oui. en Ben éducation? oui, des francophones, il y en a en Alberta. Les gens ne pensent peut-être pas qu'il y en a autant, mais si ma mémoire est bonne, là, puis il y a 42 écoles francophones. OK. Donc, 4 conseils scolaires francophones et répartis sur un grand territoire. Donc, on va jusqu'à, tu sais, haut, là, Fort McMurray, jusqu'au sud. Et puis, mon rôle, ben, je travaille avec le consortium provincial francophone. Et ben, en fait, je fais partie de 2 équipes. Je fais partie de l'équipe du consortium provincial francophone et je fais partie aussi de l'équipe Jigsaw Learning, qui est une compagnie privée qui offre du développement professionnel, l'accompagnement pédagogique à propos de la collaboration, beaucoup avec dans la vision collaborative. OK. Mais mon rôle, essentiellement, que ce soit avec une équipe ou l'autre, je travaille avec les 4 conseils. Donc, je travaille avec plusieurs directions d'école et je les accompagne. J'offre du développement professionnel et j'accompagne les écoles à mettre en place une approche collaborative au sein de leur école. OK. Donc, tu sais, c'est pas une approche où on... Tu sais, la collaboration, c'est pas juste on met ça en place puis on va collaborer. OK. C'est aussi de travailler avec eux à développer cette culture collaborative, cette philosophie de collaboration. OK. Alors, j'accompagne les 4 conseils, les 42 écoles dans ça. Tout dépend où ils sont rendus dans leur démarche. Il y en a que c'est... Chacun chemine à sa façon. Oui. Mais puis avec les conseils scolaires, ben, je travaille directement avec les 4 conseils aussi au niveau du conseil parce que la collaboration, c'est pas juste dans les écoles, il faut que ça se passe. C'est souvent dans les conseils scolaires comme avec les équipes de service aux élèves. Je travaille avec des équipes à mettre en place une structure collaborative qui favorise vraiment la discussion autour des élèves. Parce que l'approche collaborative qu'on promouvoit ou qu'on développe, c'est l'élève qui est au centre de la collaboration. OK. Alors, ça, c'est vraiment un aspect qui, pour moi, est très intéressant puis qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que nos conversations devraient être autour de l'élève. OK. Comment l'élève peut-il être au centre de nos collaborations entre adultes, qu'on soit au conseil ou qu'on soit dans une école? Comment ça marche, ça?
Comment on arrive Ben, à ça? comment on arrive à ça? Eh bien, la façon qu'on développe cette approche avec les écoles, c'est que, bon, ils mettent d'abord une structure collaborative en place, donc du temps pour se rencontrer. OK. Ça, c'est toujours le grand défi. Peut-être qu'on pourra y revenir. OK. Mais ils mettent du temps de rencontre et puis la structure collaborative que l'on favorise, c'est que que les enseignants arrivent à la rencontre, ils doivent avoir en tête ou avoir identifié des élèves de qui ils veulent parler OK. à la rencontre. OK. Alors, par exemple, bon, j'arrive à la rencontre, on est tous assis, puis là, il y a un enseignant qui peut dire, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de parler de Marius OK. parce que j'ai des inquiétudes pour Marius. OK. Et ce qu'on cherche à faire avec le questionnement, et la direction ou le leader de la rencontre, l'animateur doit essayer aussi de diriger la rencontre pour dire, OK, ben Marius, c'est quoi sa difficulté? Bon, ben, par exemple, Marius, il est souvent absent. Mm. Donc, on dit, Désolé. ça, c'est l'élève. Puis Marius, il est souvent absent. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres élèves qui s'absentent souvent? OK. Puis là, il y a souvent des enseignants, oui, moi je trouve que, puis on a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour appuyer ces élèves-là qui OK. s'absentent souvent? Comment on peut les appuyer? Puis là, je donne un exemple avec l'absentéisme. Oui, oui. C'est souvent comme relié avec la lecture ou l'écriture. Et puis là, ensemble, collectivement, on part, au cœur de la rencontre, c'est l'élève. Donc, on part concrètement d'un élève. On essaie de cibler le défi de l'élève. Et ensuite, ensemble, collectivement, on essaie de trouver des actions possibles pour aider cet élève-là. Comment OK. on peut appuyer cet élève-là? Donc, du coup, on met en place des stratégies pour l'élève, mais du même coup, on alimente le coffre à outils des enseignants, Oui. de l'équipe, des gens qui sont autour de Oui. la table, parce qu'il y a plein de monde autour de la table, c'est pas juste des enseignants. Oui. Mais Alors, on alimente le coffre à outils et les stratégies de tout le Ouais. monde. Je trouve ça extraordinaire de, tu sais, juste l'idée d'avoir une structure en place où on nous invite à parler des élèves qui ont des besoins, puis je me dis, par ricochet, ça peut aussi être une table où certains enseignants peuvent parler des difficultés qu'eux rencontrent en classe. Parce que s'il y a des élèves qui ont des besoins, ça veut dire que peut-être que j'ai des questions au niveau de ma pédagogie, puis de qu'est-ce que je peux faire pour aider. Puis ça donne comme une permission aux gens d'en parler, parce que si j'ai des difficultés avec certains de mes élèves, avec Marius, parce qu'il s'absente puis il prend du retard, si je sens pas que j'ai les outils et qu'il n'y a pas de structure en place pour me permettre d'en parler, peut-être que j'en parlerai pas si j'ai peur d'avoir l'air de quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait ou d'avoir l'air fou ou de pas avoir la réponse, peu importe. Tu sais, donc, je me dis, c'est le fun pour ça. Ça me fait penser aux équipes de la réussite. En Ontario, il y a des équipes qui ressemblent à ça. Avec des regroupements. C'est une équipe, enseignants, direction et autres intervenants, éducateurs, enseignants de ressources. Justement, c'est une structure qui ressemble à ça. Ils appellent ça l'équipe de la réussite, au secondaire également. Mais peut-être qu'avant d'aller plus loin dans la structure de collaboration, j'ai plein de questions. Peut-être que ce serait intéressant pour les gens qui nous écoutent que tu nous parles du modèle, le cadre théorique. C'est quoi ce modèle-là? Il y a des morceaux, puis je regardais le livre que tu m'as envoyé, que je n'ai pas eu la chance de lire, mais le modèle, le framework, si tu veux, le cadre conceptuel, il y a 3 gros morceaux, si je ne me trompe pas. Hein? Donc, c'est quoi ces 3 gros morceaux-là? Tu étais en train de nous parler d'un de ces morceaux-là, mais si tu nous présentais les 3 morceaux, puis on pourra retourner dans la collaboration après. Oui, il y a 3 morceaux, puis la façon que c'est illustré la façon qu'on a illustré l'approche, c'est que c'est des morceaux de casse-tête. Alors, OK. le premier morceau, ça s'appelle structure et processus collaboratifs. Donc, OK. comment mettre en place des rencontres collaboratives. OK. Puis, dans ce morceau-là, on touche différents éléments. Par exemple, on touche comment trouver du temps. Hein? C'est la première chose qui vient dans les discussions que j'ai avec les directions, c'est on n'a pas le temps. Où est-ce qu'on va faire ça? C'est quand on va faire ça? Parce que tu sais, collaborer après l'école, ça ne nous tente pas toujours. Alors, comment on peut intégrer du temps dans l'horaire pour collaborer? Ensuite de ça, dans tout ce morceau, on parle des normes de rencontre.
comment préparer nos rencontres, comment les enseignants peuvent arriver à la rencontre avec en tête, j'ai identifié les élèves de qui je veux parler, mais j'ai aussi identifié le défi de ces élèves-là. Parce que l'idée, c'est pas de parler d'un même élève pendant 45 minutes puis d'énumérer tout ce qui va pas bien puis de pas passer à l'action. L'idée de la structure collaborative, c'est j'arrive avec un élève, j'identifie sa problématique, le défi qu'il rencontre et ensuite, on cherche des actions, on cherche des solutions. Donc, c'est de mettre en place concrètement. Donc, ça, c'est tout le morceau structure et processus. Il y a plusieurs éléments qu'on regarde avec les équipes avec qui je travaille, comme établir des normes de rencontre pour que la rencontre soit le plus efficace. Comment tu établis un ordre du jour? Comment aussi tu gardes des traces de ces rencontres-là et que tu en assures le suivi? Parce que c'est beau là, mettre des actions en place, mais c'est quand on va faire le suivi puis comment on va faire le suivi. Donc ça, c'est le gros morceau. Puis dans le visuel, le morceau structure et processus, il est plus grand. Il est le plus gros morceau. Ensuite, il y a 2 autres morceaux qui sont importants. C'est celui des données et des preuves d'apprentissage. Donc, évaluation, si on veut. Alors, comment on peut utiliser les données pour alimenter nos discussions? Ça amène... c'est intéressant, ça. Je te laisse continuer. Comment on peut avoir des données? Puis, tu sais, parce que... OK, je vais faire un petit retour sur structure. On arrive des fois à des rencontres collaboratives, puis on a des personnes autour de la table qui disent « Non, moi, tous mes élèves vont bien. » OK. Puis, on a d'autres personnes autour de la table qui en ont 25 élèves qui vont pas bien. Alors, comment on fait comme équipe pour dire comment on va répondre à la diversité des besoins de nos élèves? Parce qu'on tombe vraiment dans une discussion où ce sont nos élèves. Ce ne sont pas juste mes élèves dans ma classe, ce sont nos élèves. Donc, à partir des données qu'on a, puis des données, quand je parle de données, là, ça n'a pas besoin d'être des données, des grandes évaluations ou des données. Souvent, ce que les écoles font, c'est qu'ils vont faire un profil d'un profil de classe, de 1 à 4. Puis là, on va mettre c'est qui nos élèves qui sont drapeau rouge, c'est qui nos élèves qui nous inquiètent. Alors, on part de données pour alimenter nos discussions. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez un peu le cycle d'enquête de Tim Burley, où on part de données et puis là, on se pose des questions. Ça c'est les défis qu'on voit. Donc, on identifie des élèves et leurs défis. Ensuite, on se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Mais aussi, on mesure, on fait un suivi, puis on est capable de dire à notre rencontre suivante, de dire, OK, ben ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, est-ce que ça a fonctionné? Donc, d'autres types de données. Donc, nos données servent de point de départ, mais servent aussi de point d'arrivée pour aussi célébrer nos succès. Donc, il y a toute une partie dans le processus qui est de célébrer nos succès et de dire, on a mis ça en place, ça a bien fonctionné, bien ça, c'est une bonne stratégie. Peut-être qu'on devrait essayer ça avec d'autres élèves, peut-être. Puis, ce que ça fait, c'est que le pouvoir des données, c'est vraiment de rendre aux équipes, aux enseignants, aux gens qui sont autour de la table, de constater les effets positifs des actions mises en place. Et si ce qu'on a mis en place n'a pas eu l'effet qu'on souhaitait, de se réajuster puis peut-être d'essayer d'autres choses. Oui. Ça amène de l'objectivité. Ça amène de l'objectivité aussi dans le discours, j'imagine. Peux-tu donner un exemple de succès qu'on pourrait vivre? Par exemple, on parle de Marius à la rencontre. Je pense Marius s'absente. On veut faire des choses, là. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, l'absentéisme, mais je veux dire un exemple de données à l'interne qu'on observe et qu'ensuite de ça, à la prochaine rencontre, il y a eu des actions, il y a eu des progrès ou une amélioration où on a atteint la cible. Ça a l'air de quoi, ça, un exemple concret avec un élève, là, de ce qu'on pourrait célébrer comme progrès ou succès, là? Eh bien, on va continuer avec l'exemple de Marius parce que c'est quand même le fun, je trouve. C'est bon. C'est un bon petit gars. Ben, c'est ça. Marius s'absente. On a la discussion de l'absentéisme. On dit, OK,
Est-ce qu'il y a d'autres élèves qui s'absentent? Puis là, on va nommer, Stéphane aussi s'absente souvent et Valérie, on a remarqué qu'il s'absente souvent. Qu'est-ce qu'on va faire pour ces élèves-là? Et là, autour de la table, il y a une discussion de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il pourrait avoir une enseignante qui dit, moi, j'ai une bonne relation avec Marius, j'ai enseigné il y a 3 ans, on a toujours eu une bonne relation. Je vais prendre le temps de parler à Marius à chaque matin quand il arrive à l'école, juste dire, je suis contente qu'il est là. Mhm. Alors, parce que le cycle des rencontres, c'est 5 à 6 semaines. Donc, pendant Plutôt, 5 à plutôt, 6 semaines, plutôt que de lui rappeler qu'il n'est pas là puis qu'il n'a pas eu son billet. Là. exactement. Ouais. Exactement. OK. Alors, pendant 5 à 6 semaines, cette enseignante-là, à chaque fois que Marius rentre dans l'école ou quand Salut Marius, je suis vraiment contente de te voir aujourd'hui. Comment ça va? Mhm. Est-ce que tu as besoin d'aide avec quelque chose? Peu importe. Dans 5 à 6 semaines, on revient et on revient avec le dossier, si on veut, là, des absences. Là, mais nous, c'est dans un système. Là. Alors, on revient et on dit, mais regardons ça. Marius, le mois passé, il s'est absenté 12 fois et ce mois-ci, Marius s'est absenté 4 fois. Wow, ça va bien avec Marius. Mhm. On va continuer cette approche-là. C'est une approche pas mal. C'est un exemple assez simplifié, là, Mais parce qu'on pourrait avoir un exemple en littératie où on c'est met la vraie vie. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Mais là, Nancy, j'aimerais ça aller plus loin dans ton exemple parce que là, tu as donné un exemple super concret. Tu as dit qu'il y avait une équipe autour de la table. Fait que c'est, en autre mot, peut-être que l'enseignante, elle, s'est dit, moi, je vais saluer Marius tous les matins. Peut-être que la direction a dit, moi, je vais appeler à la maison pour voir s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas qui pourrait expliquer ça. Peut-être que quelqu'un d'autre va regarder autre chose. Je veux dire, il y a différentes actions complémentaires qui peuvent être posées pour agir là-dessus, j'imagine. Là. Oui, il y a différentes actions, exactement comme tu viens d'expliquer, mais puis il y a aussi des actions qui ne sont pas nécessairement dites, mais que tout le monde entend, toute l'équipe entend que Marius, il s'absente souvent. Alors, Marius, c'est l'élève d'une équipe. Alors, c'est toute l'équipe qui se met autour de Marius pour essayer de faire quelque chose pour l'appuyer. Puis des fois, c'est des gestes ça n'a pas besoin d'être des grandes actions, des évaluations par-dessus des évaluations ou des rencontres avec un spécialiste. On essaie vraiment de trouver une réponse au cœur de notre équipe avant d'aller plus loin dans les services qu'on aurait besoin. Donc là, tu nous parles de 2 morceaux présentement du modèle. On est encore en train de parler de l'approche collaborative. Le gros morceau de casse-tête, ce sont les structures de collaboration. Trouver du temps pour ça. Ensuite de ça, on a les données et les preuves d'apprentissage ou de progrès, dans certains cas, quand on parle d'assiduité. Puis il manque l'autre morceau de casse-tête. Il y en a un troisième, Le troisième morceau, il s'appelle continuum de soutien. OK. Ou, si vous préférez, la pyramide d'intervention. OK. C'est vraiment... On appelait ça pyramide... Le morceau avant, il y a 2 ans, on appelait ce morceau-là pyramide d'intervention. Et puis, on s'est rendu compte que c'est pas tout le monde qui fait des pyramides. Il y en a que c'est plus des continuums et tout ça. OK. Donc, en tout cas, un ou l'autre, c'est le même principe. Donc, la pyramide d'intervention. Alors, ce morceau est aussi important parce que la pyramide ne sert pas à mettre des élèves dans la pyramide. Ça ne sert pas à dire « Hey, Marius, là, c'est un élève, il est rouge là, parce que ça ne va pas bien, mais il est toujours absent. » Non, la pyramide d'intervention, c'est un peu le coffre à outils de l'équipe école. Qu'est-ce qu'on va mettre en place au niveau universel qui est des incontournables dans notre école? Alors, si, par exemple, on dit, je vais changer, je vais aller vers un littératie. Si on fait notre pyramide, on a vraiment un objectif dans notre équipe, c'est d'améliorer la littératie, bien, on va construire notre pyramide en littératie. Il y a des écoles qui bâtissent une pyramide en comportement. Il y en a une il y en a qui ont 3 pyramides, en fait. En littératie, en numératie et en bien-être des élèves. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit cette pyramide-là en équipe aussi. Alors, on dit, au niveau universel, dans le bas de notre pyramide, quels sont nos incontournables? Et je vais donner l'exemple que j'allais donner en littératie. Quels sont nos incontournables en littératie? Alors, si, par exemple, on dit l'enseignement explicite des stratégies en lecture,
Ça, c'est un incontournable. On va le faire dans toutes les classes. On va le voir dans nos classes. Ensuite, malgré cette intervention-là, il y a des élèves qui ne réussissent pas. C'est quoi nos stratégies que l'on peut mettre en place, qu'on appelle un peu nos stratégies de différenciation pédagogique? Et on fait ensemble ce continuum de soutien-là, mais on l'alimente au cours de nos rencontres. Parce que si on est en train de parler d'un élève, puis qu'il y a un enseignant qui dit on pourrait essayer cette stratégie-là et que cette stratégie-là n'est pas dans notre continuum de soutien, dans notre pyramide, on va l'ajouter dans notre pyramide. Et plus on se rend compte, plus notre pyramide s'enrichit. Donc, de pratiques qu'on se partage. Et puis, ce que l'on fait aussi dans les... Ça, Nancy, je veux dire, je suis désolé mais là, ça veut dire qu'il faut être capable de nommer nos stratégies. Ça veut dire qu'on développe un langage commun autour des stratégies. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on a des mécanismes pour identifier des stratégies qui sont dignes d'être intégrées dans une pyramide au niveau d'une école. Parce que je peux dire, moi, dans ma classe, je fais ça de même. Peut-être que ça marche pour moi. Comment vous faites pour déterminer si une stratégie peut peut-être fonctionner dans une salle de classe, mais c'est une stratégie qui fonctionne parce que c'est monsieur un tel qui l'a fait. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on voudrait recommander à tout le monde. Comment vous faites pour départager ça? Est-ce que vous avez une démarche pour ça? Ou tu sais ce que je veux dire? Tu parlais de s'appuyer sur les données pour les élèves. Souvent, on s'appuie sur des données aussi pour choisir les stratégies qu'on va vouloir déployer. Comment ça marche, ce bout-là? Bien, ce bout-là, vraiment, quand on parle des stratégies universelles, souvent, on les établit pas nécessairement au cours de la rencontre. On établit nos stratégies universelles. Des fois, ça vient du conseil scolaire aussi, les stratégies universelles à mettre en place. Parce que ça devrait être des stratégies qui sont des stratégies ou des interventions à haut rendement, qui sont appuyées par la recherche. On ne décide pas tout d'un coup dans notre école qu'on met en place un programme qui n'a pas été appuyé par la recherche. OK. Mais les stratégies de différenciation, disons, au deuxième niveau que l'on met en place, oui, le comité, si on veut, parce qu'il y a une équipe de leaders derrière cette approche collaborative qui vont reprendre cette pyramide-là puis qui vont faire du ménage à un moment donné dedans. Ils vont dire, OK, ça, c'est pas une stratégie qui fonctionne pour tout le monde. Peut-être que monsieur un tel le fait, mais c'est peut-être pas ce qu'on veut pour tout le monde. Alors oui, on fait du ménage là-dedans, mais moi, ce que je trouve de bâtir cette pyramide d'intervention, parce que c'est pas une pyramide qui est imposée puis qui t'est donnée par ta commission scolaire. Oui, il y a des incontournables qui sont donnés par ta commission scolaire, mais ensuite, il y a les stratégies du milieu de ta pyramide doivent venir de ton équipe et aussi des ressources que tu as disponibles. Parce que tu peux bien mettre une stratégie en place, mais si tu n'as personne qui est dans ton équipe, qui est formé ou qui connaît cette stratégie-là, elle est inutile. Mais si tu parles de stratégie ça demeure de la théorie, que ton monde connaît, eh bien là, tu peux l'amener vers, OK, on va l'améliorer, cette stratégie-là. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite, mais on va l'améliorer. Ou peut-être qu'on va... Et puis, donc, le rôle du leader dans cette approche-là est très important. Parce que aussi, c'est pas juste s'asseoir pour parler des élèves, c'est d'écouter nos enseignants, c'est d'écouter les gens autour de la table et de dire « Oh, OK, peut-être que cette pratique-là, mon équipe aurait besoin du développement professionnel pour l'améliorer, pour mieux la comprendre, pour mieux la mettre en application. Peut-être qu'on aurait besoin d'un accompagnement pour cet enseignant-là, pour mettre en pratique, parce qu'on sait que ça, c'est une stratégie qui est efficace, qui est prouvée par la recherche comme étant efficace. Comment je peux accompagner mon enseignant à la mettre en application avec cet élève ou avec un groupe d'élèves? Alors, tu sais, c'est pas un processus, l'approche collaborative, c'est pas un modèle one size fit all, là, que tout le monde suive les démarches. C'est vraiment du va-et-vient, puis il y a beaucoup de... Le rôle de la direction est très important dans cette démarche-là parce qu'on va chercher beaucoup d'informations pour bâtir la capacité de notre école et pour maximiser l'efficacité collective de notre équipe. Bien, on est activement dans une démarche comme ça, en train d'agir
sur le devenir de nos élèves. On n'attend pas le bulletin Mhm. pour réagir une fois qu'il est trop tard. Tu sais, dans le fond, c'est qu'on y va en cours de route. On se fie Oui. également au jugement professionnel des enseignants qui font des observations, qui lèvent des drapeaux. Tu parlais de drapeau rouge tantôt, c'est parce qu'il y a des drapeaux d'autres couleurs aussi. Donc, ça veut dire qu'on a un Mhm. système en place pour parler, puis pour peut-être signaler à quelle stratégie on veut faire appel pour telle situation. Donc, tu sais, ça organise, ça oriente les efforts collectifs. Puis, Mhm. j'imagine que tu parles beaucoup de approche. Puis quand on parle d'une approche qui n'est pas one size fits all, ça veut dire qu'on n'est pas au service du modèle, mais c'est le modèle qui est à notre service. Puis ça, je trouve tellement que c'est important, ça, dans nos écoles. Tu sais, des fois, on essaye de rentrer dans le modèle puis de faire le modèle comme il faut, tu sais, parce qu'on veut faire. C'est pas ça, c'est le modèle, il est à notre service dans notre réalité, tu sais, avec les élèves qu'on a, puis les ressources qu'on a. C'est tellement des bons points que tu amènes de dire que c'est pas pareil partout, là. On s'en va pas chez McDo Il y avec a ça, là. Non, non, Tu sais, non, là, pas du tout. Il y a pas, c'est pas une belle ligne droite, là. Il y a ouais, des écoles avec qui avec qui je travaille qui, j'arrive puis qui vont me dire, regarde, nous, on a déjà une pyramide. OK, On a déjà notre pyramide. OK, Ou notre conseil nous a fait une pyramide. Puis la pyramide est belle. C'est une belle affiche en avant du photocopieur. ouais, Mais comment on peut rendre ça efficace et utile, ouais, en faire un coffre à outils pour les intervenants dans les écoles? Fait que dans les rencontres collaboratives, souvent, il y a, tu sais, une rencontre collaborative efficace, ça n'arrive pas la première fois que tu fais une rencontre collaborative, hein. non, non, Juste en passant, il y a beaucoup de choses. Il y en a qui vont commencer puis ils vont dire, nous, on va commencer avec nos données. On n'a pas de pyramide, mais on va commencer avec nos données et puis on va s'ajuster en cours de route. Et j'ai vu des écoles vraiment transformer leur pratique en 3 ans, 2 ou 3 ans, où soudainement, tu vois que la rencontre est efficace. Le personnel a un genre de napperon en avant d'eux. J'ai vu ça là, dans des mhm, équipes. Ils ont un napperon qui est leur pyramide. Puis là, on parle de Marius, puis tout le monde est comme, on pourrait essayer ça, on pourrait faire ça. ouais, Ça marche bien, ouais, c'est démontré. Tu sais, ça nous rappelle aussi les bonnes pratiques. ouais, Puis on a des données pour s'appuyer ouais. aussi, dire, OK, ben Marius, il va bien, là. On va passer à un autre élève. Là, on ne parlera pas de Marius pendant 6 mois. Non, non, c'est ça. Peut-être Il y a qu'on va quand même, parler de Marius pendant 6 mois. ben, on souhaite pas, mais, mais l'idée, c'est Non. on souhaite que nos stratégies soient efficaces. C'est certain que c'est pas un modèle, comme tu disais, la pyramide, c'est pas un modèle qui me permet de transférer les responsabilités d'un élève à quelqu'un d'autre. Hein? Non Non. plus, c'est pas une stratégie pour passer au suivant, là. C'est nos élèves, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui m'appartient là-dedans. Mais tu parlais, je ramène les 3 morceaux. On a besoin Oui. de structures de collaboration, des données et des preuves d'apprentissage et d'un continuum d'intervention ou une pyramide d'intervention. Le premier bloc, il n'y a rien de ça qui se produit si on n'a pas de temps pour le vivre. Puis tu viens de dire, soudainement, après 3 ans de rencontre, devient efficace. Je me dis, ça prend une certaine fréquence pour que ça fasse partie de nos pratiques. Tu sais, c'est pas un événement, la collaboration. C'est un processus Non. continu. Donc, pour que ce soit un processus, il faut en trouver souvent du temps. Je travaille encore avec un district scolaire au Nouveau-Brunswick. Eux, leur façon de trouver ce temps-là, c'est aux 2 semaines, le mercredi, les élèves sont pas à l'école, puis c'est des structures de collaboration. Parce que c'est la meilleure façon. Ça ne demande pas de suppléance nécessairement pour leur milieu, ça répond à leurs besoins. Dans votre coin, c'est ça ma question, c'est comment vous faites pour en trouver du temps? Est-ce qu'il y a des stratégies? Parce que tu dis que le rôle de la direction est super important là-dedans. Comment on peut outiller les directions de l'Alberta qui nous écoutent ou d'ailleurs à trouver du temps pour collaborer dans un contexte où c'est difficile de sortir les gens de classe, de trouver des suppléants ou autres? Y a-tu des petits trucs là, que tu peux nous partager? Là? Euh, ben, chez nous, il y a des conseils qui ont décidé de faire comme tu expliques, d'avoir des journées dans le calendrier OK. pour la collaboration ou des après-midi OK. c'est un mercredi par mois où c'est vraiment où on établit que ce mercredi après-midi, dans les écoles, il y aura les périodes de collaboration, les rencontres collaboratives. Ça, c'est le meilleur des mondes OK. parce que c'est pas Ouais. comme ça partout. Ouais. Euh,
Moi, j'ai commencé à travailler cette approche collaborative-là quand j'étais directrice d'école. OK. Et puis, quand j'étais directrice, c'était nouveau, là. On parlait pas de temps. Ça fait 8 ans de ça, OK. environ. Et puis, il y avait pas de temps au calendrier, mais pour moi, quand j'ai lu le livre et que j'ai commencé à travailler, lire davantage sur les impacts de la collaboration, de l'efficacité collective, j'ai dit, OK, il faut qu'on trouve une solution, il faut mettre ça en place dans notre école. Moi, j'avais décidé d'organiser ma journée différemment, donc de penser un petit peu à l'extérieur de la boîte comme direction. J'ai dit, OK, non, il faut en créer du temps, alors il faut trouver ce temps. Alors, ce qu'on avait fait dans notre école, c'était, on avait fait du jumelage de classe. OK. Donc, mes élèves, les élèves de maternelle, première, deuxième année, allaient faire une activité de lecture partagée avec les élèves de 4, 5, 6. OK. Pendant que ce temps, les enseignants de maternelle à deuxième année pouvaient se rencontrer pour discuter des besoins de leurs élèves, donc de faire une rencontre collaborative. Et on faisait ça le premier mardi du mois. OK. Et pour on faisait l'inverse. Le deuxième mardi du mois, c'était les grands qui allaient faire de la lecture partagée avec les petits pendant que les enseignants. Bref, on a trouvé du temps à l'intérieur de l'école parce que mes enseignants avaient été clairs qu'ils étaient bien prêts à collaborer, mais pas à 7 heures du matin puis pas à 4h30 le soir. Alors, on avait réussi à trouver oui, ça se comprend. Puis rapidement, on a vu que ça avait un impact positif. Puis les enseignants avaient hâte à ce mardi du mois pour s'asseoir ensemble. Et c'était positif aussi pour les élèves qui faisaient de la lecture partagée. On a mis toutes sortes d'affaires en place. Là. On a mis les lectures partagées. On a fait les plus grands devaient préparer des activités d'éducation physique pour les plus petits. Alors, tout le monde était dans le gymnase à faire des activités. Il y a toutes sortes de formules comme ça. Ça doit avoir tellement des retombées positives pour le climat scolaire entre élèves, de se voir pas juste dans le corridor, les grands et les petits, mais d'être en apprentissage ensemble et d'être responsable de l'apprentissage de nos amis dans une structure. Tu sais, il y a un effet domino là, dans ce que tu es en train de décrire, là. Positif. Là, oui, parce que le climat, l'inclusion aussi, l'inclusion, l'acceptation de tous les élèves, c'était vraiment... ça, c'était un modèle que moi, j'avais... que j'avais mis en place dans mon école. Il y a des écoles, j'ai été aussi directrice adjointe au secondaire, puis la même chose est arrivée. Quand est-ce qu'on va collaborer? Et puis, on s'est mis à regarder le calendrier, puis on a comme constaté que, tu sais, au secondaire, il y a la danse. Bon, pas cette année, là. J'avoue que cette année, ça pourrait être différent comme approche, mais on avait regardé le calendrier. Il y a la danse d'Halloween, on a la cabane à sucre cette journée-là, on a ci, on a ça. Et puis, on avait développé un calendrier qui nous permettait que quand les élèves avaient ces activités-là, qui duraient une après-midi complète, on pouvait avoir la moitié du personnel pour 1 heure, disons les enseignants de 7, 8, 9 pour 60 minutes pour leur collaboration. Et ensuite, les enseignants allaient passer du temps avec les élèves qui avaient leur activité, puis on avait les enseignants de 10, 11, 12 qui venaient collaborer. Donc, on n'avait pas besoin d'avoir tout le personnel là. Alors, ça, c'est des pistes de temps. Il y en a qui le mettent carrément, le temps de collaboration devient une priorité dans les journées pédagogiques parce qu'ils le voient aussi comme du développement professionnel. Ah, ça parce l'est. que c'est entre collègues, on se développe. Exactement. Ben oui. On se développe et ce qu'ils font, ces écoles-là, c'est qu'ils vont parler de stratégie, puis après ça, ils vont dire, OK, mais on voudrait améliorer cette stratégie-là où on aurait besoin du matériel ou on veut organiser nos données pour notre prochaine rencontre. Alors, la journée pédagogique sert à solidifier les morceaux de collecte de données et le morceau de continuum de soutien. Et ça devient du développement professionnel. On peut inviter, par exemple, si on travaille en littératie, on peut inviter la conseillère pédagogique à se joindre à nous puis de dire, OK, nous, on a besoin d'enrichir nos stratégies. Peux-tu nous aider avec ça? Alors, c'est un peu comme ça que ça se passe. Les modèles que je vois, c'est
soit que les gens trouvent du temps à l'intérieur de l'école, comme j'ai expliqué l'exemple que j'ai donné de mes écoles, où j'ai été directrice et directrice adjointe, ou bien c'est dans les journées pédagogiques. Et il y a aussi au niveau des conseils scolaires, où des fois, c'est vraiment une approche conseil scolaire et ces journées sont destinées à la collaboration. OK. C'est Je ne fantastique. sais pas si ça donne des nouvelles idées, ça mais donne de c'est bonnes les idées. idées qu'on a trouvées. Ça donne de bonnes idées. Et puis là, j'aimerais qu'on parle de leadership parce que derrière ce modèle-là, il y a un désir de collaborer. Puis ce que tu viens de nous dire, c'est que si tu cherches comme il faut, là, il y en a des occasions de collaborer. La question, c'est pourquoi on collaborerait? Pourquoi on voudrait un modèle comme ça? Tu sais, dans le fond, puis ça prend une posture. Il faut que j'aie le goût que mes élèves deviennent nos élèves. Il faut que j'ai le goût d'apprendre de mes collègues. Il faut que j'ai le goût d'agir sur l'apprentissage puis de dire, OK, je vais amener un peu un aspect scientifique à ma pratique. Tu sais, je veux que mes jeunes apprennent ça. Bien, ce que je fais, je veux-tu le savoir? Si ce que je fais, ça fonctionne, ça peut être stressant de constater qu'après 5 semaines, ça n'a pas bougé. J'aime pas ça. Savoir que ce que je fais, ça n'a pas eu de l'impact souhaité. Tu sais, donc, c'est déstabilisant. Ça demande une certaine posture. Puis d'un point de vue de leadership, tu as été directrice et directrice adjointe. Tu accompagnes présentement des gens dans 4 conseils scolaires. Tu as un vécu riche, là, puis tu as une bonne vision d'ensemble de tout ça. Comment on amène les gens à avoir le goût de collaborer puis de dire comment on les amène là graduellement là, à voir les bienfaits pour eux, pour leurs élèves, pour leurs collègues. C'est quoi ta vision de ça, là, de comment on l'amène, ça, cette approche-là? Bien, c'est sûr que le leadership est vraiment important. OK. Puis quand je pense au leadership, disons, au leadership de la direction d'école, là, OK. je pense que le climat de confiance, c'est pas mal à la base de ça. OK. Et pour moi, tu sais, quand je pense à leadership, ben je pense à écouter, inspirer, modeler. OK. Alors, si... Tu sais, moi, je trouve vraiment que j'ai entendu d'autres personnes dire ça dans d'autres podcasts, à quel point, quand on rentre dans une école, il y a un âme. Il y a l'âme de l'école. Il y a un climat qui... Oui. Exactement. Oui. Et puis, je pense que on peut essayer de mettre une structure collaborative en place, mais si c'est pas dans la culture de l'école, si c'est pas dans la culture, dans l'approche du leadership, ça pourrait être plus compliqué. Alors, si je simplifie, il faut avoir le goût de se parler en dehors de la structure de collaboration avant de dire on va avoir une structure de collaboration. C'est ça. Si on n'est pas capable faut aimer ça se parler. Exactement. Exactement. Il faut aimer ça se parler. Il faut se faire confiance parce que, tu sais, le nouveau prof, le nouvel enseignant qui est autour de la table puis qui se dit « Ouf, non, moi, si je parle, je vais peut-être perdre mon contrat. » Ben, tu sais quoi, il va rien dire. Il n'y en aura pas de collaboration. Puis le prof qui a 25 ans d'expérience, il est autour de la table puis qui dit « Moi, j'ai pas besoin de ça, là, parce que, tu sais, moi, ça va bien dans ma classe, tu sais. » Alors, c'est compliqué. Comment on amène ça? Moi, je pense vraiment que c'est à travers la dynamique, l'ambiance, le climat de l'école, d'abord. Mais aussi, des fois, je dis à des écoles, puisqu'il y a des écoles qui me disent « Ah, c'est pas tout le monde qui est embarqué, c'est pas tout le monde qui a le goût de collaborer. » Ah, non, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut se lancer, il faut l'essayer. Il faut en faire une rencontre collaborative, il faut en faire 2, il faut en faire 3, il faut en faire pendant une année pour qu'on voit les bienfaits. Parce que moi, j'ai jamais vu, dans toutes les écoles que j'accompagne, j'ai jamais vu une rencontre collaborative où l'élève est au cœur de nos discussions, où les gens ne sont pas intéressés. Quand on commence à parler de nos élèves, il y a quelque chose qui s'allume chez les enseignants. C'est comme, il n'y a pas un enseignant qui se lève le matin et qui ne veut pas voir ses élèves réussir. Alors, c'est vrai ça. Tu sais, j'ai vu des équipes, puis je l'ai vécu moi aussi, où on est assis autour de la table la première rencontre. Mais quand tu dis, on va parler de Marius,
puis que Marius, tout le monde le sait, qu'il est toujours en retard ou qu'il est jamais à l'école, Et mais pas... on voudrait donc qu'il réussisse, Marius, tu Ouais. sais. Alors, on en discute. Mm. Et là, il y a quelque chose qui est écrit qui fait partie de l'approche collaborative, je vais le dire en anglais. Tu sais, l'expression « ready, aim, fire ». Oui, Ici, nous, on dit « ready, fire, aim oui. ». Donc, prépare là ta structure, commence, puis tu t'ajusteras en Ça cours sera de pas route. parfait. Ouais. Ça sera pas Ouais. parfait. Puis ça n'a pas Puis besoin de l'être. Puis il faut être transparent avec Mm. notre équipe. Tu sais, ça sera pas parfait. On va s'ajuster. Mm. Puis on va, tu sais, comme il y a des écoles qui, à la fin de chaque rencontre, font remplir on appelle ça un ticket de sortie là, Mhm. aux enseignants. Est-ce que ça m'a aidé aujourd'hui? Est-ce que j'ai parlé des élèves que je voulais parler? Puis est-ce que je vais essayer quelque chose pour aider ces élèves-là? Mhm. Et puis on voit très bien que des fois, il faut s'ajuster Ah oui. comme direction. Ben oui. Mais quand on met l'élève, en tout cas, moi, c'est sûr, moi, j'y crois, je l'ai On vu. dirait que tu y crois un petit peu, Nancy. Un petit peu, hein? Mais moi, j'y crois aussi personnellement parce que je l'ai mis en place dans mes écoles. Oui. Puis, quand on parle des élèves, là, hey, on veut tout le mieux pour eux autres, toujours. Oui, ma façon Alors, je sais pas si ça a répondu à ta question. ça répond tellement à ma question. Puis dans le fond, là, c'est pas toujours reçu comme ça, mais quand on met du temps à l'horaire pour permettre au personnel enseignant de se parler de ce qui compte le plus, qui est les élèves, de mettre des mots sur leur pratique, de regarder leur stratégie, pour moi, c'est une grande façon de montrer à quel point ils sont importants, à quel point on valorise leur effet enseignant également, parce qu'on veut le soutenir. C'est comme c'est un investissement en eux, parce que les élèves ne peuvent pas s'améliorer sans les enseignants. Tu sais, c'est... Exactement. Ouais. Donc, Puis je pense que la collaboration, c'est comme... Dans le... Tu sais, oui, je pense... J'y crois, puis je suis vraiment emballée par l'approche collaborative, mais je crois aussi qu'il faut pas... que c'est... Oui, il y a trois composantes, mais c'est un morceau, la collaboration. Il y a plein d'autres choses autour, comme le leadership, comme le développement professionnel, qui viennent activer, si on veut, cette approche-là. Oui, l'accompagnement de l'humain là-dedans, là, parce que... Oui, absolument. Oui, l'humain. Tu disais que tu as regardé d'autres épisodes, de podcast. Je porte fièrement mon T-shirt aujourd'hui. Tout le monde est un leader. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu vois ça? Quand tu as vu ça pour la première fois, c'est quoi le... Qu'est-ce qui monte? Ben moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, d'abord, quand j'ai vu le T-shirt, je l'ai commandé. J'étais trop contente de voir ça. Qu'est-ce qui me vient à l'idée? C'est vraiment ce qui est préconisé dans l'approche collaborative aussi, c'est le leadership partagé. Ouais. Et puis, c'est d'être capable de laisser la place aux gens pour fleurir. Oui, fleurir, je pense que c'est le bon mot. Okay. Pour fleurir, parce que, tu sais, quand tu travailles avec une équipe d'enseignants, on le voit tout de suite, là, il y en a plein. Tout le monde a un du leadership, tout le monde est un leader, mais il faut laisser la place à ça, puis laisser les gens prendre ces initiatives-là, puis leur faire confiance. On revient encore à la confiance, mais je pense que si tu fais confiance à ton équipe, puis tu vois aussi le positif, les forces de chacun, puis tu es capable d'aller voir les forces puis dire « Hey, tu sais quoi? J'aimerais ça que tu prennes ça en main puis que tu fasses avancer ça. » Mais pour faire ça prend aussi de notre part d'être capable, pour une direction d'école, par exemple, d'être capable de dire « Ça sera peut-être pas fait comme à ma façon. » Mais il faut donner de l'autonomie. Il y a quelqu'un... Oui, exactement. Mais cette personne-là va se développer là-dedans. Puis moi, j'aurais envie de te dire, quand j'ai vu ton T-shirt, ça m'a fait vraiment penser à quelque chose, à un autre T-shirt que tu pourrais faire. OK. Je sais pas, moi, j'aime beaucoup l'auteur Paulo Coelho. Oui. Qui a écrit L'Alchimiste, entre autres. Oui. Puis, chez nous, dans mon entrée, dans ma maison, il y a un cadre qui dit « Le bonheur, c'est quelque chose qui se multiplie quand on le divise. » Puis moi, à chaque fois que je rentre puis que je vois ça, je me dis tout le temps, je l'aime beaucoup, cette expression, cette citation,
Mais on pourrait enlever le bonheur, puis on pourrait mettre le leadership. C'est quelque chose qui se multiplie quand on le divise. Oui. Alors, si moi, j'en donne, je le partage, mon leadership, Ah, ben, quelle il belle va se invitation. multiplier. Quelle belle Ah, invitation. ben, C'est je tellement... trouve que c'est ça. Ça s'applique tellement à tous les rôles en éducation. Je peux le faire comme direction d'école envers mon personnel, mais je peux être en classe puis en donner à mes élèves. Je peux leur donner une place à ces jeunes-là. On a parlé beaucoup de l'importance du leadership dans ce modèle-là. J'aimerais ça que tu me dises peut-être brièvement des caractéristiques, des critères, des choses observables, une posture qui décrivent comment un enseignant ou une enseignante peut contribuer à ces rencontres-là pour que les rencontres soient efficaces, justement. Je pense au livre de Patrick Lencioni, là, The Ideal Team Player. Comment je peux être un membre, un collaborateur idéal, là, s'il y en avait un dans cette structure-là, là, comment je me présente à ces rencontres-là? Parce que les joueurs autour de la table font que ça devient efficace, ces rencontres-là. Il n'y a pas juste, c'est pas l'histoire d'une personne qui est bon animateur. Donc, ce serait quoi des bonnes idées là, à nous partager pour les gens qui nous écoutent, là? Ben, je pense que les mots de Patrick Lencioni viennent vraiment résumer comment on devrait être autour de cette table-là. Donc, humble, smart dans le sens intelligent, mais intelligent ou ouvert à l'autre. Oui. Tu sais, intelligent aussi émotivement, émotionnellement. Oui, oui. Et puis, hungry, donc être capable d'avoir le goût de s'améliorer. Ouais. Donc, je pense qu'il faut cette dynamique. J'ai parlé de confiance qui est à la base des rencontres. Puis, tu sais, moi, je pense qu'il faut avoir une ouverture d'esprit, être à l'écoute de nos collègues, puis être capable d'accepter des idées de nos collègues et d'avoir cette, je pense, une ouverture d'esprit. OK. D'accompagner, d'être là pour les autres. OK. Et peut-être que les autres sont là pour nous à des temps où nous autres aussi, tu sais, tout le monde, on est tous vulnérables, là, d'être capable d'être vulnérable, de démontrer sa vulnérabilité. Oui, oui. Wow. Écoute, le temps file, j'aurais le goût de jaser 3 heures. On serait... Non, mais c'est intéressant, puis j'aime ça parce qu'on prend le temps d'aller dans le détail, dans des choses qu'on pourrait effleurer. J'aime ça, on met des mots là-dessus, on met des situations concrètes. Je suis certain que ça va aider les gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui. Mais j'aimerais ça qu'ils apprennent à te connaître, toi, la personne, également. On serait peut-être rendu à notre portion rafale. Je te donne un mot, Okay. un mot ou une expression, puis rapidement ou brièvement, un mot, une idée qui te vient à l'esprit quand tu entends ces mots-là. Es-tu game? OK. Oui? Ah oui, moi, je suis toujours game. Bien, je commence avec le plus évident. Quand tu entends le mot leadership, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Il y a bien des mots qui me viennent à l'esprit quand j'entends leadership, mais je pense que c'est écouter, inspirer, modeler. OK. C'est Quand tu entends le pas mot... mal, ça. OK. Quand tu entends le mot collègue au pluriel, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ah, ça m'amène 3 mots, je te dirais. Bon, 3 idées, ou 2. OK. Efficacité collective, OK. ça, c'est le mot. Et aussi, puis ce qui me manque le plus en ce moment avec cette pandémie et mon travail à la maison, le bon café du vendredi matin, puis oui. le 5 à 7. Ah oui. Parce que moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup qui jouent. Tu sais, on a parlé comment on devrait être autour de cette table quand on collabore. Mais, tu sais, j'ai parlé de confiance, de relation. Tu sais, et qu'il y en a des choses qui se passent autour d'un bon café le vendredi matin. Tu sais, en tout cas, là, c'est mon petit côté qui me manque, puis ça doit être parce que c'est vendredi matin. Là. Mais, la dynamique du vendredi, la frénésie du vendredi dans une école, ça, c'est super. Oui. Je te comprends tellement. Moi aussi, ça me manque en passant. Mais j'aime le concept de commencer avec un café puis finir avec le 5 à 7. Ça, j'aime bien gros ça. Ah, ça, c'est inconditionnel. Là. C'est un incontournable, je veux dire, dans les écoles. En tout cas, dans mes écoles. Un défi
que tu as transformé en opportunité au fil de ta carrière ou un défi qui a façonné le leader ou la leader que tu es en train de devenir? Là? Ce serait quoi? Un défi. Je pense que ce serait mon expérience de direction dans une école élémentaire ici à Edmonton, à l'école à la découverte. OK. C'était un défi parce que c'était ma première expérience de direction, ma première expérience de leadership. Puis j'ai appris tellement de choses, mais j'ai tellement fait de choses tout croche aussi. OK. Tu sais, alors, tout croche. Je pensais que je faisais de mon mieux au moment où je le faisais. Avec du recul. Là. Tu faisais pas exprès. Là. Puis j'ai choisi de quitter ce poste pour aller vers un autre poste, justement pour me dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Bien, j'ai appris que j'avais besoin de m'outiller davantage. OK. Alors, j'ai pris du recul, puis j'ai décidé d'aller m'outiller davantage. Puis ça m'a amené vraiment à croire ou à ne jamais lâcher sur mon développement professionnel. On a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un et je suis toujours dans ce mouvement-là d'apprentissage. Puis c'est ce qui m'a... des fois, j'y repense à ce qui s'est passé ou à comment j'ai des erreurs que j'ai faites ou des bons coups parce que je pense que j'en ai fait. Mais ça, c'est ce qui m'a le plus amené plus loin. Mais aussi, je dois dire que c'est cette expérience de direction qui m'a permis de faire le pont entre la théorie et la pratique. OK. Ouais. Parce que moi, je suis orthopédagogue de formation, puis on parle d'inclusion scolaire, mais quand tu arrives dans une école, ça se vit comment, l'inclusion concrètement? Puis, tu sais, je fais quoi, moi, matin, avec ces élèves-là qui n'ont pas mangé le déjeuner? Comment je vais... Alors, j'ai beaucoup appris de cette expérience. C'est là dans mon cœur comme expérience et j'ai aussi beaucoup appris avec cette équipe-là parce que c'était une super équipe, là, l'équipe de l'école à la découverte avec qui j'ai travaillé. Puis, j'ai appris de ces gens-là, puis ça continue toujours. Quand j'apprends des choses, je refais toujours un lien vers cette pratique-là où je me remets dans les souliers de moi, si j'étais encore directrice, là, comment je ferais les choses? Tu sais, l'approche collaborative, je la mettrais en place. Je l'ai mis en place là, mais comment je le ferais encore mieux maintenant? OK. Belle expérience. Ça nous forme. Oui. En tant que leader, qu'est-ce qui te rend heureuse? Ou en tant qu'accompagnatrice au consortium provincial présentement, qu'est-ce qui te rend heureuse? Ce qui me rend vraiment heureuse, c'est quand quelqu'un cogne à ma porte ou m'envoie un courriel puis qui me demande, même si ça va pas ça ou j'ai besoin d'appui, là, ça me rend vraiment heureuse parce que ça démontre de la confiance d'abord. Puis, il y a tout l'aspect relationnel. Je pense qu'il n'y a personne qui viendrait cogner à ma porte si il ne se sentait pas nécessairement à l'aise avec moi. Donc, je pense pas qu'on peut accompagner efficacement si on n'a pas établi ou si au départ, on n'établit pas une relation de confiance, une relation avec la personne. Alors ça, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir quand on est capable de dire qu'est-ce qui ne va pas puis de demander de l'appui. Puis j'aime ça, évidemment, quand je vois, comme je t'ai dit, des écoles que j'accompagne depuis 2-3 ans, puis qui me réinvitent à leur rencontre collaborative ou qu'on se rencontre pour un café avec une direction, puis qui me disent « Hey, ça va tellement bien, tu devrais voir comment on a cheminé. » Ça, je trouve ça vraiment, ça me rend vraiment heureuse. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ça, je vais toujours m'en rappeler. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est un collègue direction d'école que les gens de l'Alberta connaissent assez bien, Jean-Daniel Tremblay, quand j'étais directrice, qui m'a dit « Nancy, quand il y a quelque chose qui ne va pas, respire puis attends 24 heures avant de réagir. » Il m'a sauvé bien du trouble. Parce que je suis une personne assez spontanée. Okay. Et puis,
je donne ce conseil-là à plein de monde, à mes enfants aussi, souvent quand ils vivent des choses. Mes enfants, c'est des jeunes adultes, puis quand ils vivent des choses, je dis toujours, attends 24 heures. Tu vas voir, demain matin, là, tu vas voir les choses Tu ne seras pas à la même différemment. place. Non. Oui. Quand tu entends le mot coaching, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ben, coaching, je pense que le mot qui me vient à l'esprit, c'est essentiel. Je pense que, puis tu as mentionné ça déjà dans une de tes sessions de coaching. Le développement professionnel, c'est une chose, la formation telle qu'elle, c'est une chose, mais sans l'accompagnement, le coaching, il y a peu de choses qui se mettent en application. Donc, moi, le chiffre me reste en tête. Donc, une formation, on va mettre en application plus ou moins 5 %, mais quand on ajoute la composante de coaching à notre formation, bien, il y a environ 95 % qui va vraiment se vivre concrètement dans l'école. Alors, je pense que coaching essentiel, c'est le mot qui me vient en tête. C'est extraordinaire. 95 % c'est quand même impressionnant. Tu te dis, waouh, on peut quasiment pas faire un sans l'autre. Puis, on n'a pas eu la chance d'en parler. Ça sera pour une autre discussion, mais je vois tellement le point de rencontre entre l'approche collaborative puis le coaching et cette approche de coaching pour diriger ces choses-là. Mais en tout cas, ça pourra être une autre rencontre. Je termine cette rafale-là. Je t'amène à réfléchir à ton avenir un petit peu. Ta prochaine étape à toi, tu as plein de vécu, tu es rendue accompagnatrice présentement. Ta prochaine étape comme professionnelle, ça ressemble à quoi? Ça peut être la semaine prochaine, ça peut être. C'est pas obligé d'être un nouveau poste, là, je parle juste une prochaine étape dans ta pratique ou qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Hey, ça, c'est une bonne question. C'est sûr qu'une prochaine étape, un souhait peut-être, parce que tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'a pas le contrôle sur tout, mais je pense un souhait, ce serait vraiment de faire fleurir ou faire connaître l'approche collaborative dont l'élève est au centre, un peu plus un peu partout, disons. Je pense que répandre la bonne nouvelle. Propager la bonne nouvelle. Je pense qu'on a pu mesurer des impacts très positifs ici dans les écoles avec qui on a travaillé en Alberta. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça faire fleurir ça davantage et avancer. Puis c'est ça, je sais pas. Prochaine étape, je suis comme au jour le jour en ce moment. Alors, je suis dans l'instant présent. Oui. Bien, aucun problème. Une de mes questions préférées, c'est sur quel aspect de ta pratique tu travailles présentement. Puis c'est dans cette optique-là que je pose toujours la question, c'est quoi ta prochaine étape? Parce que dans le fond, on travaille sur notre pratique professionnelle, tu sais, tout ça, puis avec la pandémie. Puis le contexte actuel, tu es beaucoup en télétravail. Ça a dû sûrement amener des ajustements dans ta façon de travailler. Donc, qu'est-ce qui se passe avec présentement ton rôle d'accompagnatrice? Est-ce qu'il y a des choses qui ont dû changer à cause de ça, là? Puis dans ta façon de le jouer, ce rôle-là, là, tu sais, le café du vendredi n'est pas là. Y a-t-il des choses sur lesquelles tu as dû travailler, justement, pour garder ce rôle actif-là que tu as comme accompagnatrice? Oui, beaucoup de choses. J'ai dû rajuster beaucoup d'approches. Par exemple, au consortium, j'avais déjà préparé avec les 4 conseils francophones, on avait déjà établi une planification de l'approche collaborative. Puis, j'étais vraiment emballée parce que ce qu'on avait fait, c'est qu'au lieu que je travaille individuellement avec chacun des conseils, j'avais établi cette année, puisqu'on avait accès au virtuel, de pouvoir travailler, de faire des collaborations entre les conseils, parce que ça aussi, il y a tellement de belles choses qui se passent dans chaque conseil que je me disais, je peux pas aller dans un conseil, voir ça, puis m'en aller dans un autre conseil, puis dire, hey, j'ai vu ça. Je veux pas être la seule porteuse de ces belles choses qui se passent. Donc, cette année, on avait prévu tout un développement professionnel où on pouvait collaborer. Puis, ça a commencé comme ça au début de l'année.
Mais on a dû réajuster parce qu'il y en avait, tu sais, avec tout ce qui se passait dans les écoles, les gens n'avaient pas nécessairement le temps OK. de pouvoir suivre tout ce perfectionnement professionnel. Alors, comme on a changé, c'est j'ai développé juste dernièrement, là, je viens tout juste de terminer, tout un cours en ligne, donc OK. une formation continue virtuelle OK. sur l'approche collaborative, OK. dans lequel on parle des 3 morceaux OK. qui donnent la théorie, qui donnent aussi une mise en application et qui finit toujours avec un accompagnement pédagogique où je peux rencontrer les écoles, puis on discute de ce qu'ils ont vu dans le module ou dans ce qu'ils viennent d'apprendre ou de mettre en application. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, c'était nouveau de développer une formation, un cours virtuel en ligne. Ça t'a Et permis, puis, je revois la citation de Paulo Coelho, là, je veux dire, tu t'es multiplié là, avec ça. ouais, exactement. Puis, Ouais. mais j'ai vraiment aimé, j'aime ça. C'est sûr que le contact humain me manque, mais je Ouais. pense qu'en mettant la composante d'accompagnement, de coaching qui reste toujours disponible, ben, les gens peuvent avancer encore. Ça aurait été facile de mettre tout ça sur la glace puis de dire on n'avance pas cette année, on n'a pas le temps Ouais. de collaborer, Ouais. on n'a pas le temps d'avancer là-dedans, mais les écoles, les conseils scolaires ont tenu à ce qu'on trouve d'autres moyens. Puis, donc, j'ai dû réajuster vraiment OK. ma pratique. Ça a des avantages parce que, tu sais, quand on accompagne des écoles partout dans la province, on est pas mal souvent sur la route. Oui. Oui. Alors, l'avantage, c'est qu'il y a moins de temps passé sur la route et plus de temps Être à en compte. travailler Ben oui. Être concrètement. sur son X, tu sais. Pardon. D'être sur son X, t'es plus Mhm. souvent dans ce que tu aimes faire, puis oui, absolument. Oui. Alors, ça m'a permis de développer des choses. Puis j'ai comme découvert que j'aimais ça être un peu. J'aimais ça quand on me sortait quand on me poussait à penser à l'extérieur de la boîte. OK. Tu sais, quand on a discuté avec les conseils, puis je me disais, mais oui, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Tu sais? Oui, oui. Mais là, c'est le fun. Oui, On sort de la boîte, on pense à d'autres façons de oui, faire les oui. choses. On remet en question des choses qu'on ne pense pas remettre en question habituellement. Mhm. Ouais. Exactement. On arrive déjà à la fin de notre entretien, ma chère Nancy. C'est tellement le fun de discuter avec toi et de découvrir ta réalité. C'est un contexte particulier en Alberta. C'est fantastique de découvrir ce milieu-là, puis ce que vous faites, justement, pour penser en dehors de la boîte, puis pour collaborer, continuer à avoir cet impact-là chez les élèves. Si on se propulse peut-être dans l'avenir un petit peu, puis tantôt tu parlais que c'est un souhait que tu avais peut-être d'être capable de répandre la bonne nouvelle en dehors de l'Alberta. Si on y va à ce niveau-là, si on parle de l'éducation en général, pas juste en Alberta, qu'est-ce que tu vois présentement qui pourrait être des orientations intéressantes pour l'éducation dans les prochaines années, avec ce qu'on vit présentement, puis tous ces changements-là qu'on fait, mais ce qui semble répondre aux besoins des jeunes qui nous sont confiés là, pour améliorer l'éducation. Sur quoi on pourrait mettre l'accent dans les prochaines années, avec ce que tu vois? Bien, ce serait le fun si, tu sais, de façon systémique, Oui. on pouvait mettre en place. euh, Tu sais, bon, je vais faire un retour en arrière. Euh, Quand on parle d'efficacité collective, on parle d'effet d'ampleur de 1,57. Là. Ça, c'est les recherches de Hattie qui nous disent. Ouais. Un effet d'ampleur de 1,57, c'est très élevé. Et je me dis, mais il faut trouver une façon de mettre ça, que ça soit. Comment on peut favoriser l'efficacité collective de façon systémique, donc dans nos systèmes scolaires. Puis, je pense que le point de départ, ce serait d'implanter ou de mettre en place un peu comme une façon obligatoire, un peu comme l'exemple que tu as donné du conseil scolaire. De façon systémique, on implante ou on laisse du temps aux enseignants, aux équipes écoles pour collaborer parce que la réponse aux défis de nos élèves, la réponse pour la réussite de nos élèves, la réponse pour faire cheminer nos élèves, je pense qu'elle est dans nos équipes.
Elle est dans déjà les là. équipes. Elle est déjà là. Ouais. Et là, puis on prend juste pas le temps de s'asseoir ensemble, puis de développer, puis d'avancer, de développer nos stratégies pour répondre à ces besoins-là. On attend une réponse de l'extérieur, mais la réponse, elle est là dans nos équipes. Puis moi, à chaque fois, c'est ça qui vient me chercher quand les équipes se mobilisent et qui collaborent, puis ils disent « Ah, ben regardons, on a fait ça, puis ça a marché. Ouais. » On a fait cheminer l'élève. Donc, qu'une collaboration avec l'élève, au cœur de cette collaboration, devienne une priorité dans le système scolaire. C'est un grand rêve, là. C'est gros, là. Ben, on vise haut, on a des attentes élevées. Pourquoi ne pas viser ce qui fonctionne le mieux? Puis c'est ce que je pense. Tout ce qu'il faut pour ça, c'est un peu de leadership, un peu de coaching, puis on le met à l'horaire, puis ça va se faire. Comme un rendez-vous chez le dentiste, si on le met à l'horaire, on va y aller, tu sais. C'est plus le choix. Exactement. T'as pas le choix. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi en 2021, ma chère Nancy? Ben, au niveau professionnel, je pense que ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est de continuer à accompagner et à travailler et à bâtir ces relations-là avec les gens pour développer cet aspect de collaboration et d'efficacité collective dans les écoles. Puis au niveau personnel, ben c'est sûr que tout ce que je veux, c'est être en santé. Et en santé, quand je parle de santé, je parle en santé mentale et santé physique. Donc, de garder un équilibre dans ma vie, c'est ce qu'on pourrait me souhaiter. Ben écoute, je te le souhaite. Merci. Ouais, vraiment, vraiment, je te le souhaite. Puis c'est le fun de collaborer avec toi. C'est de toute beauté. Dernière question. Pour les gens qui ont pris le temps de nous écouter aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait un message, un conseil, un message d'espoir, une invitation? Qu'est-ce que tu voudrais dire aux gens qui ont pris le temps de nous écouter aujourd'hui? Ben, je pense que je vais reprendre ma citation. Okay. Le leadership, c'est quelque chose qui se multiplie quand on le divise, tout comme le bonheur. Oui, oui. Ah, c'est tellement. Je pense que c'est mon message d'espoir. Oui, oui. Tu nous laisses un T-shirt pour finir, là. Je vais m'en imprimer un, je la trouve bonne. Oui, elle est bonne. Merci beaucoup d'avoir fait du temps à l'horaire, dans ton horaire chargé, pour nous rencontrer aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir, Nancy. Tout le plaisir était pour moi. Merci à vous. C'était Nancy Roy-Haloum. À tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.